Elle a 113 ans, elle s'appelle Maïmouna Sangaré et elle est la doyenne d'âge du district de Bamako. Le président de la transition lui a témoigné son respect et sa considération en lui rendant visite. La démarche s'inscrit dans le cadre du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion. Le comité de suivi de la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issu du processus d'Alger, CSA, prépare une réunion. En prélude à la rencontre, le président du comité est reçu en audience par le Premier ministre par intérim. Bien évidemment, les deux hommes ont échangé sur l'état de mise en œuvre de l'accord pour la paix. Sport football, les Aiglonnais du Mali sont de retour au pays avec la coupe du tournoi UFOA Ouest Zone A tenue à Nouakchott en Mauritanie. Ils ont été honorés par un accueil chaleureux ce matin à leur arrivée. Les images en fin d'édition. Lutte contre le cancer du sein, la campagne Octobre Rose est en cours. Le RTM participe à cette campagne de sensibilisation sur la maladie à travers des témoignages d'une patiente et les conseils d'un cancérologue. C'est dans Focus Santé avec Barakissa Ouattara. Bonsoir mesdames, messieurs, bienvenue dans ce journal que nous commençons par la visite du président de la transition chez la plus âgée du district de Bamako. Elle s'appelle Maïmouna Sangaré et elle a 113 ans. La visite du chef de l'État, colonel Assimi Goïta chez elle, s'inscrit dans le cadre du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion. Ce geste du chef de l'État est une invite à la considération et au respect des vieilles personnes. Reportage Ibrahima Traoré. Mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion. Honneur aux personnes âgées. Le président de la transition respecte la tradition en rendant visite à la doyenne d'âge de Bamako. Maïmouna Sangaré, 113 ans, habite à Nyomirambougou en commune 3 du district de Bamako. Le chef de l'État n'est pas venu les mains vides pour celle qui le considère comme son actuel mari. Elle a reçu notamment une grande couverture, un tapis de prière, un foulard, un chapelet, du cola et du haricot. Un kit accompagné d'un bélier et d'une enveloppe. Elle apprécie le geste présidentiel et formule des bénédictions pour le président Goïta et la stabilité au Mali. N'a fɔra ala k'i sara n'a degela ye juguman de kɛ ko ani cɛ ani mɔgɔ kolonna don ko ani cɛ ala k'i sara a ye baara min kɛ kabisa don fo ka se bi ma k'ala k'a bila ka mejani na. Née vers 1909, Maïmouna Sangaré est mère de 4 enfants, dont une fille. Elle a une quarantaine de petits-enfants et une dizaine d'arrière-petits-fils. Elle a évolué toute sa vie dans le petit commerce. Outre le soutien du gouvernement, la doyenne d'âge de Bamako reçoit de la mairie une pension annuelle de 240 000 francs CFA pour sa prise en charge alimentaire et sanitaire. Cette visite chez la personne la plus âgée est une tradition que le président de la transition a honorée et à travers cette visite, il manifeste cette valeur que nous avons, c'est le respect envers les personnes âgées et surtout, ça nous interpelle tous pour que nous prenions soin des personnes âgées, nous nous occupons des personnes âgées. Donc lui-même, il a donné l'exemple à travers ce geste symbolique très fort. Très lucide, taquine et assez bavarde, Maïmouna Sangaré se porte bien. Elle adore, nous dit-on, la soupe, du lait et écoute beaucoup la musique malienne. Audience à la primature, le Premier ministre par intérim, le colonel Abdoulaye Mega, a reçu ce matin en audience Delmi Boudjama, président du comité de suivi de la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issu du processus d'Alger CSA. Il a été essentiellement question des relations entre le Mali et l'Algérie, ainsi que de la mise en œuvre de l'accord pour la paix. Cette audience se tient à la veille d'une réunion du CSA. Nous vous proposons d'écouter Delmi Boudjama à sa sortie d'audience au micro de Mamad Kone. J'ai eu le plaisir et le privilège d'être reçu par Monsieur le Premier ministre par intérim, chef du gouvernement. Et comme toujours, ça a toujours été une occasion d'évoquer les relations bilatérales qui sont excellentes. Parce qu'entre l'Algérie et le Mali, pays voisins, pays frères, nous, historiquement, avons toujours développé des relations de fraternité, de bon voisinage. Évidemment, nous avons évoqué également des questions qui concernent plus spécifiquement le Mali, qui relèvent de sa souveraineté, notamment la mise en œuvre de l'accord de Bamako pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger.
J'ai reçu un certain nombre d'informations et d'orientations de M. le Premier ministre par intérim, en présence du ministre Ouagué, qui est chargé de la mise en œuvre de l'accord, mais également en présence du ministre des Affaires étrangères, M. Diop, pour voir dans quelle mesure la réunion de demain du CSA puisse être une nouvelle occasion pour faire en sorte que l'accord de Bamako puisse être mis en œuvre de manière sincère et de manière surtout franche par l'ensemble des signataires de l'accord. En tant que médiateur et président du CSA, nous ne faisons qu'avaliser les décisions qui sont prises souverainement par nos frères maliens. Nous les accompagnons, nous essayons de voir où se trouvent les points de blocage et nous essayons de faire en sorte que nos frères maliens puissent trouver des solutions. Les choses marchent, notamment depuis la dernière réunion décisionnelle qui a pris des décisions importantes. La réunion décisionnelle de haut niveau qui s'est déroulée entre nos frères maliens, les signataires de l'accord. Et nous sommes particulièrement optimistes quant au résultat de la réunion qui aura lieu demain. Nous insistons particulièrement auprès de tous les partenaires, mais également auprès des signataires de l'accord, sur 3 principes. Le premier principe, c'est l'unité du Mali. Le deuxième principe, c'est l'intégrité territoriale de ce pays. Et le troisième, c'est la souveraineté dans la prise de décision politique. C'est les 3 critères et les 3 principes qui doivent guider l'action du comité de suivi. Atelier de renforcement des capacités des organisations des personnes vivant avec un handicap. La rencontre porte sur le thème « Amélioration de l'accessibilité des centres de recensement des électeurs et des bureaux de vote aux personnes vivant avec un handicap ». Le compte-rendu de Valentin Roger Diallo. La Fondation internationale pour les systèmes électoraux a mené en 2021 une étude sur l'intégrité des élections au Mali. Il en ressort une participation insuffisante des personnes vivant avec un handicap au processus électoraux. La Fondation tente donc de renverser cette tendance à travers ces 2 jours de rencontres. Elle veut améliorer l'accessibilité des bureaux de vote et des centres d'enregistrement des électeurs aux personnes vivant avec un handicap. Garantir l'inclusion et la participation des personnes vivant avec handicap suppose que les conditions soient créées pour leur permettre, au même titre que les autres citoyens de la République, donc pour leur permettre de jouer leur rôle de citoyen. Et ceci suppose donc que des mesures soient prises. Nous attendons de cet atelier à ce que les participants puissent améliorer leur compréhension et leur capacité de pouvoir évaluer les centres de vote et les bureaux de vote conformément à l'accessibilité des personnes vivant avec handicap, qu'ils puissent aussi développer une checklist qui va leur permettre déjà de pouvoir pointer les éléments d'accessibilité ou d'inaccessibilité des centres d'enregistrement et des bureaux de vote. Cet atelier est aussi l'occasion pour les organisations des personnes vivant avec un handicap de développer une stratégie de plaidoyer ainsi que des outils de monitoring, toutes choses qui devront permettre d'améliorer leur participation au processus électoral. Fin de la rencontre sous-régionale Mali, Mauritanie, Niger, Tchad et Burkina Faso. L'objectif des échanges était de faire le point des évolutions au niveau de chaque pays et échanger sur les enjeux transfrontaliers. Fantama Mandiantao. Au cours de ces 3 jours d'échanges et de partage d'expériences, les participants ont ratissé large les nombreux sujets, notamment tout ce qui est apprentissage sur les thématiques du programme de développement d'urgence. D'autres acteurs ont mis le point sur les consortia, comment ils s'articulent dans les initiatives qui sont développées par les cellules interconsortia des 3 pays, Mali, Mauritanie, Niger, Tchad et Burkina Faso. Et cette année, ça a été le tour du Mali d'organiser cette réunion entre les 3 cellules de l'interconsortia. Et donc ça a été une opportunité et pour les projets de l'interconsortia et pour les différents projets qui sont mis en œuvre au niveau de ces 3 pays-là, y compris, je dirais même 5 pays, dont le Tchad et la Mauritanie, en plus du Niger, du Burkina et du Mali. Donc ça a été une bonne opportunité pour eux de partager toutes sortes de défis et de difficultés qu'ils rencontrent et aussi d'améliorer la collaboration entre l'interconsortia et les différents projets, mais également de sortir avec une feuille de route.
Le programme de développement d'urgence couvre 5 pays. Il mise sur la cohésion, la protection sociale et la sécurité alimentaire. Le programme est entièrement financé par l'Union européenne. Cet atelier nous a permis d'aborder un grand nombre de questions liées à la mise en œuvre de ces programmes. Donc c'était un peu un atelier de coordination de toutes les activités que le programme doit réaliser. Notons que cette deuxième réunion au Mali a été une rencontre où tous les acteurs se sont retrouvés avec un cahier des charges qui va leur permettre d'aller de l'avant en termes de capitalisation, d'améliorer les projets qui sont mis en œuvre par les différents acteurs nationaux et internationaux. Ouverture ce lundi d'un atelier régional du projet d'amélioration de la gouvernance, de la résilience, de la sécurité alimentaire et nutritionnelle et de l'agriculture durable en Afrique de l'Ouest. Cet atelier de 5 jours vise à faire la restitution et la validation des résultats de l'étude de capitalisation des expériences positives de nutrition dans 5 pays de l'Afrique et du Sahel. Le point avec Koumba Sissi. Les expériences positives et les bonnes pratiques en matière de nutrition, la prévention et la prise en charge de la malnutrition dans 5 pays du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest sont entre autres points qui sont au cœur de cet atelier régional. Les experts venus de la Guinée, du Niger, du Togo, du Sénégal et du Mali doivent partager leurs expériences pendant 5 jours sur les questions liées à la nutrition. Permettez-moi de vous réitérer mes félicitations pour votre brillante sélection parmi les candidats potentiels de la région comme consultants chargés de réaliser l'étude sur la capitalisation des expériences positives et des bonnes pratiques dans vos pays respectifs. Cet exercice entre dans le cadre de l'exécution du projet d'amélioration de la gouvernance, de la résilience, de la sécurité alimentaire et nutritionnelle et de l'agriculture durable en Afrique de l'Ouest, PAGR-SANAD. C'est un projet régional initié et mis en œuvre par la CEDEAO, l'UEMOA, l'Europa et les CIRS sur un financement de l'Union européenne. L'étude s'inscrit dans le cadre d'une action principale du PAGR-SANAD intitulé « Renforcer les capacités des organisations régionales afin de rassembler et analyser les données existantes sur l'état nutritionnel des populations et sur les facteurs ayant une influence sur l'état institutionnel ». À la fin des travaux, les participants doivent élaborer un document consensuel qui permettra de promouvoir la bonne nutrition dans les 5 pays concernés. Le HWPL, une organisation internationale qui œuvre pour la paix dans plus de 100 pays, vient de lancer officiellement ses activités au Mali. Ceci à travers la célébration de la 8e édition du sommet pour la paix mondiale ici à Bamako. L'organisation entend s'investir auprès des différents acteurs dans le processus de paix et de réconciliation en cours. Les détails avec Bemba Sibi. Nous sommes un, le slogan du HWPL, une organisation internationale qui œuvre pour la paix, partagée par les participants de la célébration de la journée de la paix mondiale initiée par la dite organisation. Une première au Mali qui marque également le lancement officiel des activités de HWPL au Mali. L'organisation qui intervient dans plus de 100 pays est désormais engagée dans le processus de paix et de réconciliation en cours au Mali. La volonté d'HWPL est de rassembler les acteurs de la paix autour de nos objectifs communs et de créer une coopération, une synergie afin que les initiatives de paix aient un impact beaucoup plus important et puissent créer un réel changement. Comme on le dit, la paix n'a pas de prix, mais elle a un coût. C'est l'implication de tous dans le processus de paix. Atteindre la paix est un processus très difficile et long. Mais comme le dit notre devise nationale, en nous rassemblant en tant qu'un peuple, un but, une foi, je suis plus que convaincu que nous serons en mesure de parvenir à la paix dans notre cher pays. Une initiative visant encore une fois de la construction de la paix. Qui mieux que le peuple malien sait mesurer l'importance de la paix? Déjà, HWPL a réalisé quelques activités parmi lesquelles la formation d'éducateurs pour la paix qui ont reçu une attestation au cours de cette cérémonie. 2 protocoles d'accord ont également été signés avec l'Organisation pour l'autonomisation des adolescents et jeunes du Mali et les réseaux sans frontières pour la paix.
Le ministre en charge de l'action humanitaire, Oumarou Diarra, est à Genève où il participe aux travaux de la 73e session du Haut Comité exécutif de l'UNHCR. Le ministre Diarra a salué les efforts inlassables déployés par le HCR aux côtés du Mali pour la prise en charge des populations vulnérables. Je vous propose d'écouter un extrait de son intervention. Le Mali, mon pays, traverse une crise multidimensionnelle profonde depuis 2012. Laquelle a entraîné, entre autres conséquences, les déplacements massifs des populations tant à l'intérieur du pays que vers les pays frontaliers. Il ressort des statistiques des services compétents que plus de 422 000 personnes déplacées internes en août 2022. S'agissant des réfugiés, environ 182 000 Maliens continuent de bénéficier de l'hospitalité des pays voisins dans lesquels ils ont trouvé refuge. Près de 85 000 rapatriés volontaires ont été enregistrés du début de l'année 2014 à nos jours. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, en dépit des contraintes induites par la crise sécuritaire qu'il traverse, le Mali continue de s'acquitter de ses obligations vis-à-vis des personnes relevant du mandat du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, notamment les réfugiés et les demandeurs d'asile. Actuellement, près de 51 000 personnes de différentes nationalités sont prises en charge par la Commission nationale chargée des réfugiés. Dans le souci de remplir pleinement sa mission de protection et d'assistance aux personnes relevant du mandat du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, notamment les réfugiés et les demandeurs d'asile, nous sollicitons un appui technique, logistique et financier en faveur de la Commission nationale chargée des réfugiés. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, je voudrais donner ici l'assurance que les autorités de la transition malienne continueront de jouer un rôle constructif pour permettre au Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés de remplir pleinement son mandat. L'aide de l'Église norvégienne et ses partenaires en conclave avec les femmes de Kidal. La rencontre va déterminer les besoins en renforcement des capacités afin de permettre à ces femmes de participer au processus de paix dans notre pays. Au RTM Kidal, Sidi Elmidi Al-Baka, Atayoub Ak Mohamed. L'AIEN et ses partenaires financiers, à travers ces projets, entendent renforcer les capacités des femmes de Kidal pour une participation de qualité dans les processus de paix et de réconciliation enclenchés dans notre pays. Vous savez, c'est vraiment un grand projet. C'est un programme de paix, intitulé Programme de paix, sécurité pour les femmes dans la région de Kidal. Ce projet vise réellement la participation accrue des femmes et c'est pour vraiment sensibiliser les femmes, leur rôle vraiment à prendre des actions très nécessaires dans le cadre vraiment de leur participation au processus de paix et autres vraiment décisions au niveau régional et national. Ce programme exécuté par AMSES va sans aucun doute encourager l'implication des femmes dans les processus de paix. Cet atelier va permettre aux femmes d'acquérir beaucoup de notions par rapport à la participation et par rapport à la mise en œuvre d'un plan d'action qui va faciliter la participation de toutes les femmes à tous les niveaux. Cette session, qui a été saluée à plus d'un titre par les femmes leaders, a vu la participation de plusieurs mouvements engagés pour la paix en 8e région. Les exploitants de la gomme arabique sont en conclave à Bamako depuis ce matin. Objectif, dynamiser la commercialisation de la gomme arabique en vue d'un développement conséquent de la filière. La rencontre se tient sous l'égide de l'unité de mise en œuvre du cadre intégré UMOSI. Mariam Koulibaly. La gomme arabique offre des réelles opportunités de développement au Mali et occupe une place importante en termes d'exportation. Pour booster la productivité et la commercialisation de ces produits précieux, plusieurs initiatives sont en cours, dont la présente rencontre. La commercialisation de la gomme arabique sur le marché international suscite beaucoup de qualité à un certain niveau assez élevé. Donc, surtout en termes de commercialisation de nos acteurs, producteurs, collecteurs et exportateurs. Il s'agit de renforcer leurs capacités dans la maîtrise, l'élaboration du contrat, la mise en place d'un contrat, les techniques de négociation d'un contrat et les exigences qu'un contrat demande.
Au cours des 6 jours de réflexion, les participants venus de différents bassins de production seront édifiés sur différentes techniques allant de la production à la commercialisation de la gomme arabique. Vu le programme qu'ils donnent, ça touche pratiquement tous les acteurs relatifs à l'exportation de la gomme. Nous allons sortir avec beaucoup de connaissances et d'actualisation, d'expérience. Dans cette optique de développement de la filière gomme arabique, l'unité de mise en œuvre du cadre intégré IMOSI a, depuis sa mise en place, réalisé plusieurs autres actions, notamment l'organisation des producteurs au niveau national, la réalisation des fourrages et la plantation d'environ 3000 hectares d'acacia sénégal, entre autres. Le ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable a lancé la 2e édition du projet Un élève, un arbre de la Fondation Bali. Cette année, le programme s'articule autour de 2 millions de plants, toutes espèces confondues, sur l'ensemble du territoire. Les 3 écoles les plus vertes de la première édition ont été récompensées. Reportage Agibou Koulibaly. Il s'agit à travers ce projet Un élève, un arbre d'inculquer dans l'esprit des élèves la notion de la protection de l'environnement à travers la plantation et l'entretien des arbres. Cette initiative vise surtout à donner aux apprenants le goût du reboisement. Notre programme s'articule autour de 2 millions de plants, toutes espèces confondues sur l'ensemble du territoire. Nous avons lancé ce projet Un élève, un arbre, pour dire aux enfants, vous nous aviez confié votre bien le plus précieux qui est l'environnement. C'est votre avenir. Le ministère de l'Éducation nationale se félicite de l'accompagnement de la Fondation Bali pour tous les efforts consentis dans le secteur de l'éducation. Quand j'étais directeur des CAP dans la région de Kita, on s'est posé des questions, comment faire pour que les arbres que nous plantons ne meurent pas. Et nous avons trouvé une astuce. Chaque enfant est responsable d'un arbre et chaque arbre porte le nom du grand-père de l'enfant en question. Et si l'arbre mourait, c'est l'enfant qui tuait son grand-père. Et je vous assure que dans certaines écoles, les arbres ont réussi à 80-90% à cause de cette approche. Je pense que les changements les plus durables, les plus importants commencent d'abord par l'école. Pour le ministre en charge de l'environnement, ce projet cadre avec la volonté des autorités, car il met l'éducation environnementale au cœur des apprentissages scolaires. L'objectif spécifique de ce texte est de lutter contre les effets de désertification, les changements climatiques et la dégradation des écosystèmes menacés à travers le reboisement dans les écoles pendant 5 ans avec 15 000 plants, la restauration de 14 614 hectares de terres dégradées et des écosystèmes sur le tracé de la Grande Muraille Verte, la réalisation de 6 pépinières avec forages équipés de châteaux d'eau et de kits scolaires. L'année dernière, la Fondation a mis en compétition 11 écoles des académies de la rive droite et gauche de Bamako. À l'issue de ce concours, 3 écoles les plus vertes ont été récompensées. Il s'agit du groupe scolaire Inamassa Sissé de Nyarela, du groupe scolaire de Nyamakoro Zirakoroba et du groupe scolaire Mamadou Gundo Simiaka de Badalabou. Améliorer la qualité de l'apprentissage des enfants non scolarisés, c'est l'ambition de la Direction nationale de l'éducation non formelle et des langues nationales. Un nouveau modèle de classe passerelle sera mis en œuvre. Une session de formation est ouverte à cet effet pour permettre aux acteurs de maîtriser ce nouvel outil d'enseignement. Les détails avec Batraouri. Le centre de l'éducation non formelle à visée scolaire est le nouveau modèle de classe passerelle que le ministère de l'Éducation nationale et ses partenaires s'apprêtent à mettre en œuvre. Cette innovation vise à améliorer l'apprentissage des enfants non scolarisés de 8 à 15 ans. Mais cet objectif ne peut être atteint que si les acteurs sont bien formés. Il a été recommandé de créer des centres d'éducation non formelle à visée scolaire. C'est-à-dire au bout d'un an, il faut que ces enfants qui pratiquent le non-formel, qui sont dans le non-formel, aient la chance d'aller vers le formel. Donc c'est ce qu'on appelle les centres d'éducation non formelle à visée scolaire. Donc c'est une innovation dans la sous-région. Il faut donner la chance à ces enfants d'être scolarisés comme les autres enfants. Donc ce qu'il faut corriger, c'est qu'on a remarqué que ces enfants qui sortaient de nos CED ont peu de débouchés. Ils sont laissés pour compte après avoir fréquenté les CED. Maintenant, ils auront la chance d'étudier, d'avoir des diplômes
et d'être vraiment au même titre que les autres enfants. La session de 3 jours est organisée par la Direction nationale de l'éducation non formelle et des langues nationales en collaboration avec la Fondation 40 ans. Il faut noter que le nouveau modèle de passerelle sera mis en application au Mali et dans 5 autres pays de la sous-région. Sortie de 2 promotions de l'Institut africain de technologie et du management, ITMA, la remise des diplômes aux jeunes licenciés vient d'avoir lieu. À cette occasion, les majors des 2 promotions ont reçu des distinctions et des bourses d'études. Aliou Idrissa Maïga. Ils sont 79 étudiants issus de 4 filières différentes à recevoir leur licence après 3 ans de dur labeur à l'Institut africain de technologie et de management ITMA. Les doyens de l'Institut ont saisi l'opportunité pour prodiguer des conseils aux jeunes diplômés. Nous avons tenu à ce que l'acquisition de connaissances et le développement personnel aillent de pair dans votre formation. C'est une nouvelle aventure que vous allez commencer, celle de votre vie professionnelle. Je ne dis pas que vous aurez le poste de vos rêves, mais sachez qu'échec et déception, plus que le succès immédiat, sont les fondations sur lesquelles on se construit et on grandit. L'école, c'est l'école de la vie. Ce n'est pas seulement l'école des cours, c'est l'école des jeux, des sciences, des conférences, des animations. C'est la vie que les enfants, les jeunes partagent ensemble. C'est cette idée que nous voulons transmettre activement. Les étudiants en fin de cycle n'ont pas caché la satisfaction et toute la joie qui les anime. Je suis très heureuse. Je pressentais que j'allais être première de ma classe, mais major de promotion, waouh, j'ai l'impression de rêver. C'est vraiment une grande fierté. La remise de diplôme a concerné les promotions 2018-2021 et 2019-2022 parrainées par les anciens ministres Assetou Founé Samake et Amadoun Touré. Je suis très fier de cette grande marque de reconnaissance qu'on fait à l'endroit de ma modeste personne et de la personne de Mme Samake. Et nous sommes très fiers parce que cette école a une très bonne formation. On ne peut que féliciter tous les étudiants qui ont eu la chance de terminer cette année. Le moment était opportun pour récompenser les meilleurs étudiants. Les premiers des classes ont reçu 1 million de francs CFA chacun comme bourse d'études en master et 2 millions de francs CFA plus des chiwara pour les majors des promotions. Inauguration de 3 nouvelles salles de classe à Gombala dans la commune de Méguéton. L'infrastructure est offerte par l'association humanitaire de Barka sur financement de l'ambassade de Chine au Mali à hauteur de 19 millions de francs CFA. Reportage Koumba Sissé. 3 salles de classe et des latrines promises il y a 4 mois seulement aux habitants de Gombala dans la commune de Méguétan, région de Koulikoro, sont devenues une réalité. Une semaine après la rentrée scolaire, l'association Al-Barka a mis ces nouvelles classes bien équipées à la disposition des élèves du village. Mes conseils à l'endroit de la population de Gombala bénéficiaire de cet établissement scolaire, c'est de prendre bien soin, d'en faire bon usage, afin que les enfants puissent garantir un avenir meilleur pour les enfants, parce que c'est ça le but, c'est ça l'objectif de l'ambassade de la Chine au Mali, pour offrir un cadre adéquat d'apprentissage aux enfants. Cette infrastructure est financée par l'ambassade de Chine au Mali à hauteur de 19 millions de francs CFA. Chers élèves, chers enfants, vous êtes les fleurs de la patrie qui représentent l'avenir de la nation et l'espoir du pays. Je voudrais vous adresser mes meilleurs vœux pour votre santé et vos études. En plus des nouvelles salles de classe, nous avons apporté aujourd'hui 200 kits scolaires et 5 basketballs afin de faciliter les études et le sport. Avec ces nouvelles classes, l'association humanitaire Al-Barka et son partenaire chinois allègent la souffrance des élèves de Gombala et environ. Je suis très contente aujourd'hui. Nous n'avions que 2 salles de classe en banco et nous écrivions dans des conditions difficiles. Aujourd'hui, ceci ne reste que des mauvais souvenirs. Au cours de cette cérémonie d'inauguration, les habitants de Gombala ont remis aux donateurs des attestations de reconnaissance et d'autres cadeaux symboliques pour les remercier de leur geste humanitaire en faveur du village. Et en image,
La CODEM et le parti El Islah de la Mauritanie organisent un atelier international afin de contribuer à la recherche d'alternatives aux contraintes et difficultés de gouvernance et de co-développement local. La citoyenneté et le vivre ensemble au Mali et en Mauritanie ont aussi été abordés dans le but de favoriser une démarche d'entraide entre les communautés des deux pays. Restitution de la formation des jeunes artistes en éducation musicale pour la cohésion sociale et la consolidation de la paix au Mali. C'était hier soir au conservatoire Bala Faseke Kouyaté. Le compte rendu de Ibrahim Kaou Konaté et Souleymane Keita. 25 jeunes apprenants en éducation musicale ont reçu leurs attestations de participation. C'était à la faveur d'une soirée de restitution des travaux de ces jeunes artistes. Cette session de formation a été initiée par le maestro de la musique malienne, Cheikh Tidiane Seck. Aujourd'hui, nous avons travaillé pendant 2 semaines sur 5 tableaux essentiels. Donc, l'une des rencontres les plus attendues, c'était la rencontre interreligion, à savoir que nous avons croisé les chanteurs zikr avec les chanteurs de chorale chrétienne. Nous avons ajouté des étudiants de l'INA, la chorale de l'INA. Donc nous avons fait cette création. Ça, c'est un tableau. Un second tableau, c'est le tableau des rencontres des blues. Donc nous avons fait rencontrer les blues Bamana, Mandeng et Soraï dans un titre. Et nous avons fait un troisième tableau qui est la rencontre intergénérationnelle, qui est la rencontre des flûtes, la flûte traversière, la flûte Peul et la flûte Bamana. Tout d'abord, ça m'a apporté vraiment beaucoup de trucs, notamment vraiment la collaboration avec les Peuls. Ce nous faut tous les ethnies au fait. Cet atelier de formation en musique était un partage d'expériences intergénérationnelles, rendu possible grâce au concours de l'UNESCO Mali. Le projet s'appelle Culture croisée. Le but, c'est de permettre vraiment aux Maliens du nord, du sud, de l'est et de l'ouest de dialoguer à travers la culture, à travers la musique, à travers les instruments musicaux qu'ils maîtrisent, et aussi permettre vraiment que ces communautés trouvent un moyen de communiquer, de partager vraiment cette richesse. Lancé depuis le 27 septembre à l'Institut national des arts, ensuite présenté au public au conservatoire Bala Faseke Kouyaté, cette session de formation a vu la participation de plusieurs professionnels de la musique. Point Covid. Ce 10 octobre 2022, les services de santé ont enregistré 0 cas positifs sur 249 tests réalisés, 6 patients guéris, 0 décès. Actuellement, 68 personnes sont sous traitement. Pour vous protéger et protéger les autres, suivez les mesures de prévention et faites-vous vacciner. Appelée Octobre Rose, c'est une campagne annuelle qui vise à sensibiliser au dépistage du cancer du sein qui reste à ce jour le cancer féminin le plus diagnostiqué partout dans le monde. Détecté tôt, le cancer du sein est guéri dans 90% des cas. Comment reconnaître les symptômes? Quels sont les moyens de prévention? Dans ce numéro de Focus Santé, vous allez entendre des témoignages d'une patiente atteinte et les conseils d'un cancérologue. Focus Santé en rediffusion, une réalisation de Baraki Sawatara. Il y a 4 ans, Kamisa Konaté apprenait une nouvelle qui allait bouleverser sa vie pour toujours. J'avais une boule au niveau de mon sein. Je l'ai banalisée en prenant des antibiotiques sans consulter de médecin. Au fil du temps, j'ai constaté que la boule devenait dure. C'est là que j'ai été voir le médecin et on m'a diagnostiqué le cancer du sein. Dès lors, elle a immédiatement été mise sous traitement. J'ai commencé mes traitements par des séances de chimiothérapie. Après, j'ai subi une ablation du sein. Ensuite, s'en sont suivies d'autres interventions chirurgicales. Des chirurgies réalisées par Dr Lee Madan, son médecin traitant. Cancérologue au CHU Mère et Enfants le Luxembourg, Dr Lee décrit cette maladie comme une tumeur au niveau du sang. On parle de cancer du sein quand l'unité fonctionnelle du sein, qu'est la cellule, se met à se multiplier de façon anarchique et incontrôlée dans le temps. La caractéristique principale de cette cellule qui s'est transformée de façon incontrôlée et qu'elle a la capacité de se détacher du sein
pour aller coloniser une autre partie de l'organisme, qui peut être le foie, le poumon, même le cerveau ou l'os. Donc, ce qui va mettre inéluctablement en danger la vie de la femme. Ici à Bamako, 1000 cas de cancer du sein sont diagnostiqués par an. Pour le moment, ces causes réelles ne sont pas connues, mais il existe des facteurs de risque qui peuvent être modifiables ou non modifiables. Les facteurs non modifiables, le premier c'est l'âge. Une femme qui augmente en âge, plus l'âge augmente, plus les risques de cancer du sein augmentent chez la femme. Deuxièmement, il y a ce qu'on appelle les facteurs hormonaux. Les femmes qui ont des règles précoces, c'est-à-dire à l'âge de 12, 13, 14 ans, et celles qui ont des ménopauses tardives, aux environs de 50 ans, voire après. Ensuite, les femmes qui ont eu une histoire de cancer du sein dans leur famille. Une femme dont la maman a fait un cancer du sein, ou sa grand-mère, les liens de sang direct, ou sa cousine, ou sa tante, son risque de développer un cancer du sein aussi est élevé. Quant aux facteurs modifiables, ils sont liés à notre environnement et notre comportement de tous les jours. Une femme aussi dont les maris fument va être exposée aux conséquences de la cigarette sans être une vraie fumeuse. On appelle fumeur passif en ce moment. Et ensuite, il y a l'obésité. Les gens qui ne mangent pas sain, nourriture trop grasse et qui ne font pas d'activité physique. Pas de panique surtout. Plus le cancer est diagnostiqué tôt, plus la femme a toutes les chances d'en guérir. Quelqu'un chez qui on pose aujourd'hui le diagnostic de cancer du sein, on va faire le bilan d'évolutivité de la maladie pour voir est-ce qu'elle est localisée au niveau du sein, comme je l'ai dit, les caractéristiques du cancer du sein lors de la définition. Donc quand c'est localisé, la patiente a toutes les chances de guérison, je l'ai dit. C'est pour ça qu'il faut se faire dépister. Pour mémoire, si vous prenez 100 cancers du sein diagnostiqués au début, dans notre jargon qu'on dit stade 1, il y a au moins 90% qui vont guérir. L'examen de référence pour dépister un cancer du sein est la mammographie, un examen pas accessible à toutes les femmes. Il est donc impératif pour chaque femme d'apprendre l'autopalpation du sein, c'est-à-dire l'auto-examen du sein. Chaque femme, à la fin de son cycle, se met devant son miroir. Toutes les femmes au Mali, parce qu'elles sont belles, elles ont toutes un miroir à la maison. Et pour regarder la peau de leur sein, je m'excuse, devant leur miroir, et l'examiner doucement, chaque partie, sans oublier une partie du sein, et en finissant par une pression sur le bout du mamelon pour voir s'il y a un écoulement sanguinolent ou non, qui peut être les signes du cancer. Sport et retour triomphal des cadets du Mali, vainqueurs du tournoi UFOA West Zone A à Nouakchott. En Mauritanie, ils sont arrivés ce matin à Bamako et accueillis avec les honneurs à l'aéroport international. Président Modibo Keïta Sénou, Silagatou Sissé, Tchédja Kamara. Sur le toit de l'Afrique de l'Ouest, Zone A, les aiglonnets du Mali, fraîchement sacrés à Nouakchott, sont de retour au bercail. Le trophée en main, ils ont été accueillis par les instances sportives. La moisson a été bonne. En plus de la médaille d'or et de la qualification pour la CAN des moins de 17 ans en Algérie en 2023, le Mali rafle les titres de meilleur joueur et de meilleur buteur. 4 réalisations grâce à Ibrahim Diarra. Le trophée du meilleur gardien est décerné à Bourama Kone. À chaque sortie des aiglonnets, l'homme du match est un Malien. Nous sommes juste fiers, heureux d'être de retour après cette belle victoire. À qui vous dédiez le trophée? À toute la population malienne. Parce qu'ils nous ont soutenus, ils ont été avec nous du début à la fin. Même quand on était menés pendant la finale, ils nous ont encouragés, ils ont été avec nous. Donc c'est à eux qu'on dédie ce trophée. Le Mali a survolé les débats avec 12 buts marqués et 3 encaissés. L'objectif c'était de qualifier. Bon, on est qualifié et puis voilà, on est allé chercher la coupe. Dieu merci, on a gagné aussi. Bon, vraiment... On peut rien dire de plus vraiment que remercier les jeunes et puis les dirigeants qui nous ont accompagnés et puis tous les staffs aussi. Offrir un accueil chaleureux à ces jeunes est un message fort de symbole pour les futures compétitions. La fédération malienne, le comité exécutif et son président et tous les membres de la fédération sont comblés, très contents de ce résultat. Surtout ce résultat est venu compléter 2 victoires successives du Real et du Djoliba. Donc le monde sportif, le comité exécutif et tous les membres de la Fédé sont vraiment très heureux. C'est un sentiment de joie et de fierté
de voir cette jeune équipe à ce niveau. C'est vrai qu'au début du tournoi, tout le monde a vu un parcours sans faute de ces jeunes pendant ce tournoi. Le temps de savourer et partager les 10 jours de compétition avec leurs parents et proches, les héros de Nouakchott seront reçus par le ministre en charge des Sports lors d'une cérémonie grandiose. Voilà, bravo Kadé. C'est tout pour ce 20h. Merci et bonne soirée.